On va évoquer le salarié cap bien évidemment avec Philippe Spanghero, avec notre invité Frédéric Bernès. Bonsoir Frédéric, grand reporter au journal L'Équipe, auteur de l'enquête Antoine Dupont et Anthony Gelon, ces contrats qui posent problème. Une enquête qui secoue le rugby français, dont on évoquera les contours évidemment dans un instant et les répercussions et même les origines. Merci d'être avec nous ce soir Frédéric Bernès sur Sud Radio. On est là jusqu'à 19h30 pour en parler. Mais Philippe Spanghero, quand on parle de salary cap, et l'idée est avant toute chose d'être dans l'éducation, dans la pédagogie, parce que c'est un sujet qui est pas évident à manier, Philippe Spanghero. Comment fonctionne le salary cap? Qu'est-ce que c'est et quelles furent les récentes évolutions? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une règle du Code du sport français. Et ça, je tiens à le préciser parce que on a tendance à penser que le rugby français a inventé une règle pour complexifier un système et notre économie, et c'est pas le cas. La règle du Code du sport, elle est très claire. Elle dit qu'une restriction aux rémunérations est possible si elle poursuit des objectifs légitimes d'équilibre sportif, de solvabilité, d'intégrité, et si les moyens retenus sont proportionnés. Voilà, ça je pense que c'est très important à préciser à nos auditeurs. Cette règle du salary cap, elle a été mise en place et renforcée à un moment où le rugby français a pu être dérégulé, où une bulle spéculative a pu se créer au début des années 2000 avec des gens sans les incriminer, mais comme Jackie Lorenzetti, comme Mourad Boudjelal, comme Moued Altrad, qui voulaient gagner, qui avaient des moyens, et on s'est dit attention, ça peut déréguler vraiment le système. Il faut renforcer les règles du salary cap pour renforcer l'équité sportive et la qualité du produit. Ça, c'est très important. Donc, la règle du salary cap, elle est assez simple. Elle a été revue récemment pour repasser de 10,7 millions à 11 millions d'euros. C'est l'enveloppe globale de la masse salariale auquel les clubs français ont droit en top 14, bien sûr, puisque en Pro D2, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Et ça, donc on met bout à bout tous les salaires annuels de tous les joueurs et ça doit arriver au maximum à 10,7 millions. Et aussi le staff ? Non, pas le staff. Les joueurs, les joueurs professionnels et contrats espoirs se posent souvent la question de comment sont intégrés les contrats espoirs, parce qu'il y en a de plus en plus dans les effectifs des joueurs contrats espoirs qui jouent beaucoup en équipe première. Donc on inclut aussi les contrats espoirs dans cette masse salariale. Et pour arriver à ce qui nous intéresse et au cœur du débat aujourd'hui, qui est pour moi un des débats de fond du rugby français, qui concerne les droits d'image à intégrer ou pas dans ce salary cap. En fait, avant qu'on renforce cette règle du salary cap, il y a eu beaucoup de contournements justement de cette règle par des contrats d'image individuels de joueurs. Et donc, la Ligue nationale de rugby a essayé de légiférer ça en se servant de cas concrets auxquels elle a dû faire face, et en disant grosso modo, toutes les parties associées à un club, que ce soit ses partenaires ou ses fournisseurs ou les gens qui ont du lien direct avec le club, à partir du moment où ils rémunèrent en direct un joueur, on considère que ça intervienne dans sa rémunération club et c'est réintégré dans le salary cap. Voilà un peu la philosophie de la chose. Et donc aujourd'hui, on est dans une équation qui est un peu complexe, puisque la Ligue nationale de rugby avait décidé de réduire cette enveloppe salary cap à 10,7 millions. On en a parlé récemment. Il y a un premier pas qui a été franchi, puisqu'on a décidé d'enlever ce verrou du 10,7 millions pour repasser à 11 millions en tenant compte de l'économie réelle de notre sport aujourd'hui, des stades pleins, de la bonne santé économique par rapport à il y a quelques saisons d'une partie des clubs du rugby français. Et donc, on est revenu vers une évolution du salary cap qui permet de répondre aux problématiques des gros clubs, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que la majorité des clubs sont quasiment au taquet de cette règle des 11 millions du salary cap. Et on va parler tout à l'heure des crédits internationaux et de comment ils impactent en effet cette règle de base. On peut y aller tout de suite avant de rentrer vraiment dans le débat pour continuer de présenter ce dispositif-là. Il y a au-dessus donc de ce salary cap des crédits internationaux, Philippe Spanghero, qui sont calculés, qui ont un impact fort, hein, même si cet impact-là va être réduit prochainement. Ouais, et ça c'est un élément très important, et on reviendra tout à l'heure sur ce qui concerne le Stade Toulousain particulièrement. En fait, les crédits internationaux, c'est une enveloppe de 180 000 € par joueur international. Ça c'est la règle jusqu'à aujourd'hui.
peu importe votre nombre d'internationaux. Et c'est vrai que l'équipe qui en a le plus bénéficié par la qualité aussi de sa formation, c'est Toulouse. Et Toulouse avait toujours plus de 10 joueurs internationaux. Donc on fait une liste des joueurs chaque saison qui bénéficient du crédit international. Et cette liste, elle peut bouger un peu avec des joueurs qui peuvent rejoindre cette liste initiale en fonction du nombre de feuilles de match, du nombre de fois où ils sont appelés dans le groupe France. Ils viennent intégrer ce crédit international. Donc c'est vrai que ça c'est une problématique que j'explique souvent, c'est-à-dire que quand on change les règles du point de vue de la Ligue nationale de rugby, il faut se projeter loin dans la durée. Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, on a eu le débat il y a quelques semaines, Toulouse a dit les règles qui sont mises en place, c'est une règle anti-Stade Toulousain. Dans les faits, ils ont raison puisque c'est les seuls concernés directement par ces évolutions ou les plus impactés. Et donc, quand Toulouse est en renégociation avec ses gros joueurs, c'est des contrats longs. C'est des contrats de 3-4 ans. Donc, si vous savez pas comment manager votre masse salariale sur ces durées aussi longues, c'est extrêmement complexe l'équation d'un point de vue de la gestion de votre effectif et de votre masse salariale. Et donc, il faut réfléchir du point de vue de la Ligue nationale de rugby à comment homogénéiser ces règles sans pénaliser non plus trop des clubs qui en ont bénéficié de façon légitime par rapport à la qualité de ce qu'ils ont apporté à l'équipe de France et qui aujourd'hui vont devoir revoir un peu leur stratégie parce que l'évolution de la règle du crédit international, elle est très claire, elle vient d'être votée en février dernier lors de la dernière Assemblée Générale et en fait c'est 210 000 € pour le premier joueur international et ensuite c'est dégressif par joueur. Donc si je prends l'exemple de Toulouse qui ces dernières saisons avait en moyenne on peut considérer entre 2,4 millions d'euros de crédits internationaux, ben demain, au maximum, même s'ils ont autant de joueurs concernés, ils auront quasiment 1 million de moins. Dans un instant sur Sud Radio, on ouvre le débat. Le salary cap, ce dispositif-là actuel, nuit-il à l'expansion du rugby français? On reviendra évidemment sur l'enquête autour du Stade Toulousain. Et puis on se posera une question, je pense, de fond. Pouvons-nous craindre un contournement systémique du salary cap par les clubs de top 14? Est-ce que c'est une possibilité? Évidemment, ce sera une question qu'il faudra évoquer. Le rugby français est-il gangréné par les questions d'argent? Et y a-t-il la crainte de l'ouverture d'une économie libre au sein du top 14? Venez interagir avec nous, évidemment. Envoyez le mot-clé rugby suivi de votre réaction au 72018 ou venez par téléphone au 0826 300 300 dans un instant. Philippe Spanghero, Frédéric Bernès, grand reporter au journal L'Équipe. Le débat s'ouvre dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, la radio qui vous parle de ce sport, qui vous le fait vivre tous les week-ends et depuis des dizaines d'années sur Sud Radio, la radio aussi qui évoque les sujets importants du rugby français. Le salary cap nuit-il à l'expansion du rugby français? Il y a beaucoup de sujets de tension autour du salary cap, de ce dispositif, des sujets de tension qui ont été ramenés sur la table encore un peu plus par l'enquête du journal L'Équipe. Antoine Dupont et Anthony Gelon, ces contrats qui posent problème. Écrite notamment par le grand reporter Frédéric Bernès qui est avec nous sur Sud Radio. Frédéric Bernès, Philippe Spanghero, quand on parle de rugby en France, il y a toujours des débats, des condamnations, des suspicions, des problèmes liés à l'argent. C'est un point de tension très fort. L'argent, l'utilisation de l'argent. Parfois même, il y a plus de sujets de tension sur l'utilisation de l'argent dans le rugby français que sur le sportif. Frédéric Bernès, les derniers jours nous le montrent que c'est un sujet extrêmement difficile à manier et tabou presque. C'est un sujet sensible effectivement. Du moment que vous instituez un salary cap, donc en règlement qui contraint les masses salariales de tous les clubs, forcément ça va devenir un sujet de tension, notamment pour des clubs qui ont des gros effectifs, qui veulent recruter des joueurs à fort potentiel, qui ont des stars, etc. Forcément ça va devenir un sujet. Après, là, en l'occurrence, l'enquête qui est apparue lundi dans L'Équipe, c'est peut-être d'abord le premier sujet, à mon avis, principal, c'est le sujet des contrats d'image, en fait. Moi, je pense que le premier problème dans l'enquête qu'on a publiée, c'est de savoir est-ce qu'il y a du travail dissimulé, en fait. Est-ce que justement, pour contourner le salary cap, parce qu'effectivement, derrière, il y a des conséquences, évidemment, liées au salary cap, est-ce que pour ça, les clubs peuvent aller jusqu'à déborder du cadre de la loi, en fait, tout simplement? C'est-à-dire pas la loi rugby, là je parle de la loi générale, quoi. C'est-à-dire la loi, c'est un délit, le travail dissimulé. Est-ce que les clubs peuvent faire du salaire déguisé? C'était un peu ça la démarche de l'enquête, quoi.
Oui, on sent notamment que le salary cap, pour beaucoup, et c'est comme ça qu'il a été vendu, joue un rôle de stabilisateur au sein du plus grand championnat du monde en termes d'économie, mais aussi il semble brider l'utilisation et l'obtention de ces contrats d'image par les joueurs. Philippe Spanghero, là aussi, c'est peut-être un sujet qu'on n'avait pas à la base anticipé quand on a créé ce salary cap, l'incorporation ou non de ces contrats d'image, et du coup, à partir du moment où c'est incorporé, les restrictions que ça entraîne. Oui, alors là je vais parler de mon avis, on peut en débattre. Bien sûr. Moi je reste persuadé que le salary cap c'est notre garde-fou et qu'il faut pas y toucher dans sa règle générale. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui on voit que le rugby est très attrayant, on voit les audiences télé, on voit l'affection du public et c'est un outil de soft power à bon rapport qualité-prix. Et moi ce que je voudrais pas c'est qu'on dérégule le salary cap et que demain vous ayez des Qataris, des Russes qui viennent... ne veut pas une économie libre comme on a dans le football par exemple. Mais non, parce qu'en fait, c'est les clubs historiques du rugby français qui y perdraient. Parce que des clubs comme Bayonne qui sont dans des économies réelles, la plupart des clubs du rugby français sont dans une économie réelle aujourd'hui. Et donc, en fait, quelque part, on viendrait tuer l'histoire et nos bassins. Ça, moi, j'y suis vraiment très défavorable. Ensuite, il y a une vraie problématique, c'est que il faut se rendre compte aujourd'hui, on peut pas donner tort à un Antoine Dupont quand il défend ses intérêts, à un Greg Aldrit, parce qu'aujourd'hui vous avez... Il a fait notamment sur Sud Radio, oui, vous avez des joueurs qui ont une vraie valeur en image. Et là où il faut faire très attention, je le dis souvent, c'est que le rugby français, il repose sur une économie de partenaires privés. Je donne un exemple concret pour parler d'Antoine Dupont. Antoine Dupont, demain, c'est la tête d'affiche du Stade Toulousain. Vous avez Jaguar Land Rover qui arrive et qui dit on prend Antoine Dupont à titre personnel. Il a plus intérêt, lui, pour protéger le Stade Toulousain, de signer avec Jaguar Land Rover que de signer avec Peugeot, qui est le plus gros partenaire du club. Donc c'est pas logique parce que quelque part l'image individuelle des joueurs peut fragiliser l'économie générale. Donc moi ce que je dis c'est que en fait il faut pas se tromper de débat. La règle est bonne, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Aujourd'hui vous avez des joueurs de l'équipe de France qui ont une vraie valeur en image. Il faut en tenir compte et il faut créer des exceptions qui nous permettent. Et je pense qu'elles existent déjà, Philippe. Je pense que Antoine Dupont est clairement une exception déjà. Avec le système qui existe aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, Antoine Dupont fait très très bien fructifier son image et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que si on regarde ce que Antoine Dupont déclare en image dans le salary cap du Stade Toulousain et ce que lui, il peut toucher par ailleurs, c'est-à-dire avec des partenaires qui ne sont pas liés au Stade Toulousain, je pense que l'écart est énorme en fait. Donc, il peut tout à fait faire fructifier son image sans être contraint par ce règlement qui est celui de son sport. Oui, mais qui est le salary cap. Je comprends, Frédéric, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il pourrait encore plus la faire fructifier avec des concurrents des partenaires du Stade Toulousain. Et ça me pose problème philosophiquement. Mais par contre, je ne reviens pas du tout sur l'idée de dire que le salary cap est le garde-fou du rugby français et de sa stabilité, et qu'en effet, il faut encadrer ces enjeux de droit d'image individuelle de façon très stricte. Et justement sur ce point-là important, on parle d'Antoine Dupont qui est un cas assez exceptionnel quand même par ce qu'il génère comme économie autour de lui, mais pour le sportif professionnel qui joue au rugby en top 14, on va dire entre guillemets lambda, est-ce que la question des droits d'image est une question majeure de son quotidien, Frédéric Bernès, Philippe Spanghero? À mon avis, il y a des cas très particuliers. Il y a évidemment le cas Antoine Dupont, à mon avis, il est hors concours, etc. Ensuite, il y a des joueurs qui ont des images très fortes. On les connaît en fait, c'est Aldrit, c'est Ntamak, c'est Jalibert, c'est Bielbiaré. Ils sont quelques-uns comme ça. Et puis après, il y a la masse, je pense, des joueurs qui ont très peu ou pas quasiment de droits d'image en fait. Donc c'est pour ça que le débat il est difficile à mener en fait, parce que c'est pas vraiment un débat collectif en fait. On parle de très peu de gens en fait qui sont vraiment concernés par la problématique de ce dont parlait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire d'être gêné parce que le club a un partenaire auto, par exemple Peugeot, voilà, et que du coup le joueur peut pas avoir son contrat Range Rover. Ça concerne très peu de gens en fait, ça. Quasiment personne. C'est pour ça que la prise de parole d'Antoine Dupont l'automne dernier, quand il a dit on peut plus rien faire avec notre image et tout ça, c'était très perturbant en fait, parce que il est exactement l'exemple contraire qui peut faire beaucoup de choses avec son image, et c'est très bien, et c'est mérité. Et les autres ne peuvent pas le faire parce que l'économie du rugby n'est pas une économie comme le foot, ni comme la NBA en fait. Il n'y a pas matière à quoi en fait. Philippe Spanghero. Non, mais j'ai rien à redire à ça et je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis qu'en effet, on a des exceptions à traiter et je pense qu'on est capable de les traiter parce qu'elles sont peu nombreuses. Voilà. Mais il faut à la fois pas que les joueurs qui aient une forte image se sentent lésés et surtout que potentiellement,
par l'importance de certains joueurs dans des vestiaires ou dans des clubs, ça fragilise le club dans des relations commerciales majeures. Je pense que le rugby français, de façon légitime et apaisée, doit être capable de répondre à cette question. Mais c'est un débat majeur parce qu'aujourd'hui, on voit que l'image du rugby fait recette et que ces enjeux, ils vont devenir de plus en plus prégnants parce que les montants vont être de plus en plus importants. Donc, pour moi, c'est un des débats de fond du rugby français et voilà, il est sur la table ces derniers jours avec l'actualité dont on parle. Philippe, est-ce qu'il faut tomber peut-être au cas par cas dans les années à venir, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, une fenêtre de 3 à 5 joueurs par club qu'on autoriserait à avoir des contrats extérieurs au club, de droit à l'image individuelle. Est-ce que c'est peut-être la solution pour que tous les clubs trouvent un peu la solution en interne et que ça arrange tout le monde? Moi, je pense qu'on peut le légiférer avec quelque chose d'assez simple, parce que l'enjeu, c'est l'impact vraiment de la masse salariale du salarié cap. Il faut comprendre ça, parce qu'il y a une règle qui existe et qui est utilisée, qui est la loi Braillard, qui permet à des clubs de mettre en relation les clubs et leurs partenaires directs pour des contrats d'image individuelle. Et donc, ça ouvre droit à des économies de charges. Donc là, on est dans la légalité du droit du travail. Mais pour les clubs, ça intègre la masse salariale. Et donc, en fait, tous les clubs, on le voit aujourd'hui, sont au taquet de la masse salariale. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est, de façon très régulière, vu la façon exponentielle dont le rugby se développe, on le voit tous les ans, c'est entre plus 5 et plus 10% d'affluence moyenne dans les stades, c'est des droits télé qui augmentent. Donc c'est de mettre tout ça en perspective pour régulièrement se mettre autour de la table, et après vous avez cette fameuse liste annuelle des joueurs qui ouvrent droit aux crédits internationaux. On peut considérer que ces joueurs-là, ils ont une image plus forte que les autres. Donc vous avez déjà une base de joueurs pour lesquels vous pouvez dire, tous les ans, ceux qui sont dans cette liste, les clubs qui sont leurs employeurs, ils ont peut-être une enveloppe dédiée de façon très légale, en prévenant le salary cap manager et en ayant une discussion claire avec lui en début de saison. Ça me paraît pas du tout insurmontable. Mais aujourd'hui, en fait, le vrai sujet, c'est enlever cette suspicion que, en fait, le salary cap est contourné de toutes parts. Alors justement, c'est un point intéressant et qu'on va évoquer dans un instant. Philippe Spanghero, Frédéric Bernès, Cyprien Bétou, avec vous aussi, au 0826 300 300, parce que le salary cap, c'est un mot et c'est un dispositif que l'on évoque quand même assez régulièrement dans le rugby français, mais dont tout le monde n'avait pas on va dire tous les aboutissants. Et c'est vrai que votre enquête, Frédéric Bernès, Antoine Dupont et Anthony Gelon, ces contrats qui posent problème, enquête fleuve paru lundi, a secoué donc le rugby français, a peut-être aussi alerté beaucoup de gens sur le salary cap et a mis ce sujet-là sur la table, ainsi que sur le sujet des contrats d'image. Justement, Frédéric Bernès, comment on produit une telle enquête? Quel fut le point de départ? Est-ce que c'est le Stade Toulousain ou votre intérêt pour le salary cap, les contrats d'image et leur complexité, Frédéric Bernès? C'est gentil, je vous remercie de poser la question, c'est intéressant d'en parler en fait, parce que je reçois, même si je vais pas trop sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup... on me fait remonter beaucoup de choses, disant est-ce que c'est un acharnement contre le Stade Toulousain, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir en parler en fait, de comment ça fonctionne. C'est-à-dire que évidemment que non, c'est pas un acharnement ni personnel contre Didier Lacroix ni contre le Stade Toulousain. Mes premiers articles personnellement sur le salary cap, ça date de 2017 et c'était sur Montpellier. Et c'était un moment où j'avais commencé comme ça à travailler sur les frères Duplessis. Il y a eu beaucoup d'articles. Les frères Duplessis, Goussen, Aaron Cruden. Et c'est comme ça en fait. Donc il n'y a pas d'acharnement sur le Stade Toulousain. Il n'y a pas une cible sur le Stade Toulousain. Il y a des informations qu'on peut avoir ou non, des sources qui vous parlent ou non. C'est comme ça que ça marche en fait. Si demain on obtient des informations sur La Rochelle, sur le Racing, sur le Stade Français, sur l'UBB, on traitera les informations de la même façon. Mais ce qu'il faut aussi que les gens comprennent, c'est que ce genre de sujet-là, ça demande beaucoup de temps en fait. C'est très long.
C'est très long parce qu'il faut laisser évidemment, et c'est normal, la place au contradictoire. Donc, c'est-à-dire aux gens de pouvoir donner des Frédéric, éléments. vous dites recevoir des informations, c'est-à-dire que vous avez reçu des informations, vous n'avez même... Donc, on va en chercher, on les reçoit. Le cercle des informateurs ou des sources s'agrandit. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'on sort pas une enquête comme ça avec une seule source, un seul informateur, c'est impossible. Donc il faut avoir beaucoup de documents, il faut avoir beaucoup de pièces, et voilà. Et par contre, le fait de faire une enquête comme celle-là 1 an après celle de Jaminet, ça ne veut pas dire que on n'écrit pas que Toulouse est la seule club qui peut tricher avec le salary cap. C'est impossible d'écrire ça. Évidemment que non, on n'est pas naïf, on n'est pas obtus. Ça veut pas dire ça, mais c'est pas parce qu'il y aurait d'autres clubs qui le feraient que Toulouse le ferait plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça la réalité. Alors on accueille sur Sud Radio Ludovic, qui est supporter toulousain. Ludovic de Mont-de-Marsan. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Alex, bonsoir à tout le monde. Alors on va évoquer évidemment le timing, parce que voilà, on a vu, on n'est pas aveugle, hein, on a lu beaucoup les supporters toulousains sur les réseaux sociaux parler du timing de la sortie de cette enquête. C'est vrai que Frédéric Bernès, je suis désolé, j'en rigole, mais c'était aussi, c'est sorti en plein tournoi, le jour de l'anniversaire de Didier Lacroix, c'est jackpot quand même là. Non, alors blabla pour le coup, ça nous a pas du tout fait rire, c'est-à-dire que nous on a découvert le fait que ce soit le même jour que l'anniversaire de Didier Lacroix, on l'a reçu parce qu'il y a eu un post du Stade Toulousain dans la journée. Nous, une enquête comme ça de 4 pages, évidemment, elle était programmée depuis plusieurs jours. C'est évidemment malheureux, en fait. Évidemment, on aurait préféré que ça soit n'importe quel jour, sauf celui de l'anniversaire de Lacroix ou de Jelonche ou de Dupont. On n'a pas vérifié les anniversaires, ça c'est vrai. On va écouter Fabien Galtier qui s'exprimait et Ludovic, après on te prend l'antenne, mais d'abord on écoute Fabien Galtier qui a parlé justement des enquêtes, des soucis parfois extrasportifs qu'il y a en même temps que le tournoi Destination. C'était cette semaine en conférence de presse. Disons que depuis que je suis en équipe de France, sélectionneur, même avant, il y a toujours une actualité extrasportive. Donc il y a toujours autour de l'équipe de France des sujets liés à l'extrasportif. Donc nous, c'est vrai qu'en interne, c'est un sujet qui existe, on en a parlé, hein, ils en parlent entre eux, on en a parlé entre nous. Mais c'est extra-sportif. Nous, on se concentre sur l'équipe de France et sur la performance de l'équipe de France. Donc le focus, il est sur la performance de l'équipe de France et du sportif. Bon, voilà, ça a même fait réagir jusqu'à Marcoussis. C'est vrai que alors pour la question du timing, nous on sait comment ça fonctionne dans les organes de presse, mais c'est vrai que pour toi Ludovic, supporter toulousain, ça t'a interrogé. Alors sur quel point? Ben oui, non, mais en termes de temporalité, ça c'est sûr que ça interroge. Parfois, j'ai l'impression qu'à travers cet article, le Stade Toulousain, c'est une institution qui a quand même une certaine culture club, qui a développé aussi le professionnalisme, précurseur sur le professionnalisme, et pris pour des jambons. Pourtant, le jambon, c'est plutôt à Bayonne. Ensuite, en effet, bon, on sait que le rugby ne s'arrête quasiment jamais. Donc, s'il y a une affaire à sortir, il faut qu'elle soit sortie à un moment donné. Est-ce que c'était le bon moment? Pour moi non. Je pense que ça pouvait attendre peut-être l'intersaison. Après, c'était pas le bon moment au regard du Stade Toulousain ou du 15 de France, Ludovic? Je dirais, il y a aujourd'hui le 15 de France par rapport aux internationaux, parce que bon, ça fait cogiter au lieu de penser comment dire, aux sportifs. Moi, ce qui m'intéresse avant tout derrière le Stade Toulousain, c'est le sportif. Voilà, et on sait que le Stade Toulousain est pourvoyeur d'internationaux. Mais on a l'impression, alors, je suis désolé pour monsieur Bernès, mais que là, c'est le Stade Toulousain qui est dans la ligne de mire depuis quelque temps. Voilà, donc forcément ça glace. Soit on a un mauvais responsable de club, et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire dans le club. Soit il joue avec le règlement, et dans ce cas, on peut rien dire. Enfin, c'est à la Ligue aussi de se pencher sur le sujet du salary cap, d'autant plus qu'on apprend également que il va être revu justement en termes par rapport aux internationaux qui sont mis à disposition du 15 de France. Bon, c'est dommageable, même pour l'image du club, parce que derrière il y a un acharnement, voilà, un club de tricheurs, mafia cassoulet, bon, ça, mafia cassoulet, c'est sur le sportif que je dis une seule fois dans le match au bon moment pour répondre aux supporters adverses. Mais je trouve que ça fait beaucoup. L'impact d'une telle enquête, Frédéric Bernès, auprès des supporters, est-ce que ça fait partie du calcul quand on écrit une enquête?
Moi, j'imaginais bien qu'une enquête comme ça n'allait pas plaire aux supporters du Stade Toulousain. Je sais qu'il y a des choses, voilà, du moment que ça reste dans la limite de l'acceptable, voilà, que ça dévie pas trop vers l'injure et tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je peux tout à fait entendre toutes les questions. Voilà, la seule chose que je peux vous dire sur le timing, c'est que nous, on était prêts bien plus tôt, on était prêts en janvier, donc bien avant le tournoi. On a attendu de faire le contradictoire et au dernier moment, l'avocat d'Antoine Dupont est revenu avec de nouveaux éléments qui ont demandé du temps d'analyse de notre part et tout ça. Derrière, donc, du coup, ça a repoussé tout ça. On était, pour dire la vérité, on était prêts pour sortir la semaine de France-Irlande, mais le match était le jeudi. On avait une fenêtre pour sortir l'article le mardi. Vous imaginez, donc le jour de l'annonce de la composition d'équipe par Fabien Galtier à 2 jours de France-Irlande. Donc on n'est pas des cow-boys non plus, donc on a attendu. On savait aussi qu'il y avait d'autres journalistes, et parce que évidemment tout le monde savait qu'on travaillait là-dessus de plus en plus, donc d'autres journalistes étaient aussi sur le coup. Donc on se disait, est-ce qu'on va pas se faire griller, parce que c'est aussi une façon de protéger notre travail, on est obligé d'y penser aussi. Donc on se disait, il faut qu'on trouve une fenêtre. On a choisi le lundi, sachant que le match au Pays de Galles est le dimanche. On essaie de faire, comme on peut au mieux, quoi, en fait. Mais on aurait attendu la fin du tournoi, on serait arrivé au moment de la Coupe d'Europe pour le Stade Toulousain. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Vous voyez ce que je veux dire? Le bon moment, il y en a pas, en fait. Il n'y a pas de bon moment, et on peut pas évidemment attendre l'intersaison. On peut pas attendre le mois de juillet quand on a une information et qu'on est un journal et qu'on est au mois de février. Vous voyez, on peut pas faire ça, en fait. Donc voilà, on essaie de faire attention. Rien nous oblige à faire attention, mais je trouve que c'est normal qu'on le fasse et on le fait. Après, sur le côté acharnement, il n'y a pas d'acharnement, il y a juste le fait que moi je pense que s'il y avait 10 journalistes en France qui travaillaient sur ces sujets-là, dans 10 rédactions différentes, je pense qu'on aurait une meilleure photographie et peut-être que d'autres affaires sortiraient, j'en sais rien. J'imagine que oui. Mais moi je peux pas tout seul m'occuper de tout le monde et tout ça. Là, il se trouve que j'ai commencé par Colby, puis Jaminet. Jaminet, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est la défense du Stade Toulousain, où Didier Lacroix dit en fait la seule erreur qu'on a fait, c'est d'être léger et d'avoir confié nos intérêts à Arnaud Dubois, qui est un avocat, etc. Donc je me dis, si c'est ça le problème, ça veut dire que je vais pas trouver d'autres sujets problématiques au Stade Toulousain du moment qu'il n'y a pas Lacroix, qu'il n'y a pas Dubois. La preuve que si, en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'a intrigué. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on travaille. Tout à fait, Frédéric. Et d'ailleurs, j'encourage Ludovic à rester avec nous parce que dans un instant sur Sud Radio, on va se poser la question globale. Pouvons-nous craindre un contournement systémique du salarié cap par les clubs de top 14? On va pas seulement parler du Stade Toulousain. L'idée aussi, c'est de se poser la question, est-ce que le top 14 doit triche de façon plus large? Est-ce que le rugby français vit dans une fausse économie régulée? C'est le sujet. Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. Le multiplex Pro D2 arrive dans un instant sur Sud Radio, mais on tient corps à un sujet important du salary cap, des contrats d'image des joueurs, dans une semaine qui a été fortement agitée par l'enquête du journal L'Équipe. Antoine Dupont, Anthony Gelon, ces contrats qui posent problème, réalisé par le grand reporter Frédéric Bernès, qui est notre invité ce soir sur Sud Radio avec Philippe Spanghero, avec vous, amoureux de rugby, supporter du Stade Toulousain, peut-être supporter d'autres clubs de top 14. Vous êtes le bienvenu au 0826 300 300. Pouvons-nous craindre un contournement systémique du salary cap par les clubs de top 14? Avez-vous la conviction que des clubs de top 14, sans les nommer, pourraient avoir potentiellement exercé des contournements du salary cap? Philippe Spanghero. Oui, de façon régulière. Je crois malgré tout qu'on arrive à une forme de raison générale, parce qu'en fait, il faut quand même se rendre compte, et les clubs français s'ouvrent de plus en plus sur le monde, de ce qui se passe ailleurs. Et en fait, le risque, c'est que on crée une surenchère entre nous, une bulle spéculative du rugby français, qui soit au détriment du rugby français. Parce qu'aujourd'hui, le salaire moyen des joueurs partout ailleurs dans le monde, il est beaucoup plus bas. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, en fait, bien sûr que ça a été instauré que beaucoup de clubs ont contourné le salary cap. Je crois qu'on revient à une forme de raison par rapport à ce sujet-là. Mais tout l'enjeu, je le répète, c'est de pas figer des règles à trop long terme, parce que l'économie du rugby français, elle évolue très vite. Et il faut pas que les clubs se sentent empêchés. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre en restant dans une économie réelle, ce qui est le cas aujourd'hui de la plupart des clubs du rugby français, qui ont très bien travaillé sur leurs infrastructures, qui ont développé le nombre de spectateurs, qui ont développé leurs recettes partenariats, leurs outils, la vie autour des matchs, etc. En tenant compte des contraintes aussi de la réalité économique de notre sport. Voilà, pour créer cet équilibre-là. C'est compliqué. Par contre, il faut se parler très régulièrement. Et malheureusement, je crois que l'enjeu, c'est de se remettre autour de la table très souvent pour tenir compte de l'actualité et éventuellement
revenir au montant de salary cap de façon très régulière pour écouter ce que disent les clubs, quelles sont leurs contraintes et qu'on fasse évoluer ça au fil de l'eau. Frédéric Bernès, en termes de conviction, est-ce que vous pensez que d'autres clubs contournent aussi le salary cap ou jouent avec les contrats d'image? Je sais pas, je suis un peu comme Philippe, j'ai une conviction, je pense que si c'est arrivé à tel ou tel endroit, ça a pu arriver à tel autre, ça paraît assez, il n'y a pas aucune raison en fait pour que ce soit pas le cas. Après, pour travailler sur ces sujets-là, j'essaie de pas penser comme ça en fait, justement, j'essaie de penser, c'est un peu comme du dopage en fait, c'est le contourner le salary cap ou les infractions financières au contrat d'image, c'est du dopage économique en fait, donc c'est comme le dopage chimique, voilà, c'est-à-dire avec des produits, c'est-à-dire qu'on peut pas, à quoi ça sert de dire à tel un je doute un peu, lui ça m'étonnerait que ce soit possible. J'essaie justement de travailler différemment, c'est-à-dire d'avoir des éléments pour dire oui ou non en fait. Et je pense qu'il vaut mieux réfléchir comme ça, essayer de trouver quel club et de quelle façon quel club a pu contourner plutôt que de jeter une suspicion à droite ou à gauche comme ça a pu arriver. Mais j'ai pas de il y a aucune raison pertinente et tout ça ou satisfaisante qui permet de dire non, si il y a des clubs où c'est jamais arrivé, c'est pas possible de dire ça. Frédéric, mais pour l'instant ce qui se passe, parce qu'il y a quand même le Stade Toulousain n'a pas encore pris la parole, j'ai eu moi aujourd'hui le mail de la réponse de l'avocat d'Antoine Dupont qui répondait à certaines de vos questions. Aujourd'hui, il y a quand même encore dans l'histoire dont on parle là aujourd'hui une réponse du Stade Toulousain qui peut venir expliquer que là-dessus, ils n'ont pas triché, que c'était des vrais contrats, puisque c'est ce que met en doute l'article. L'avocat d'Antoine Dupont apporte des réponses. Ça amène à ouvrir le débat. J'ai eu ce mail aussi. J'imagine que c'est le mail que j'ai eu aussi, c'est ça? Oui, bien sûr. J'imagine. Mais donc c'est juste pour que les auditeurs comprennent, c'est-à-dire. Oui, bien sûr. Il y a l'angle que tu prends avec les pièces auxquelles vous avez eu accès, et il y aura un contradictoire du Stade Toulousain qui arrivera à justifier on est qu'au début des discussions et de l'affaire. Que ces contrats étaient des vrais contrats. Alors, moi, pour être très clair et très transparent avec vous, donc j'ai échangé, le contradictoire a duré très longtemps dans cette histoire-là. On a laissé vraiment le temps, on n'a mis aucune pression à personne. Ce qui, pour le timing d'ailleurs, peut expliquer pourquoi c'est arrivé si tard. Mais donc le Stade Toulousain, ils ont été au courant depuis le départ de ce que je faisais, dès début janvier et tout ça. Ils savent très bien ils ont eu des questions en fait. Ils ont souvent choisi de répondre à côté ou de pas donner des réponses claires et tout ça. Peut-être que plus tard ils donneront des vraies réponses, mais pour l'avocat d'Antoine Dupont, effectivement, un jour, il m'a envoyé un fichier lourd avec une quinzaine d'éléments qui étaient censés, selon lui, attester du fait que Antoine Dupont travaillait bien pour la société 3S Alysia. On a analysé tout ce qu'il y avait dans ce document-là, et pour nous, on a dit c'est pas probant en fait, c'est pas concluant. Pour nous, ça ne démontre absolument pas qu'Antoine Dupont a effectué le travail pour lequel il était. Et ça, ce sera le travail probablement du salary cap manager s'il se saisit du dossier. Et justement, ça nous amène à cette question avec Ludovic, supporter toulousain de Mont-de-Marsan, avec Cédric d'Alsace, supporter aussi toulousain. Le salary cap manager, celui qui est justement là pour maintenir, on va dire, l'équité sportive économique dans ce dispositif salary cap. Est-ce qu'il manque de moyens? Est-ce qu'il manque on va dire, d'accro pour aller chercher un petit peu ce qui se passe dans les clubs? Est-ce qu'il doit enquêter de façon active? Ludovic, Cédric, bienvenue sur avant de laisser la parole, il le fait et je le salue souvent parce que honnêtement, on peut lui en vouloir quand on est supporter du Stade Toulousain, mais par contre, c'est quelqu'un d'intègre et honnêtement, il est à la pire des positions. Et honnêtement, il fait un travail important pour justement travailler sur la régulation de l'économie du rugby français à travers le respect du salary cap, avec des moyens qui sont limités, puisqu'on parle de règles du rugby. C'est pas forcément des règles de droit qui s'appliquent là. Ludovic, supporter toulousain, est-ce que tu as la conviction que des clubs de top 14 pourraient avoir potentiellement exercé des contournements du salary cap? On ne parle pas seulement du Stade Toulousain, je veux bien le souligner. Oui, j'entends bien ta question, Alex. Oui, j'ai la conviction, j'ai pas les preuves. On entend toujours dire des choses à droite à gauche, qu'il y a aussi un sponsor qui paye un joueur, un ceci, un cela. C'est de la conviction. Voilà. Après, ça a été très bien dit par Philippe et Monsieur Bernès. Il y a une attractivité
qui fait que aujourd'hui les stades sont pleins, il y a pas mal de sponsors, il y a de l'offre et de la demande, même il y a des clubs qui refusent de prendre les abonnements parce qu'ils sont pas en capacité. Quand on compare par rapport à d'autres sports, forcément ça fait rêver. Et à partir de là, mais après c'est un équilibre qui est fragile, sans comparer avec ce qui s'est passé en Angleterre où des clubs se sont cassés à pipe. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Il y a des règles. Quelles sont ces règles? Comment elles sont contrôlées? En espérant que toutes les pièces soient fournies. Il y a un gendarme financier aussi. Donc à partir de là, j'ose espérer que tout est fait en bonne et due forme. Cédric, bonsoir, supporter toulousain, tu nous appelles d'Alsace, Cédric. Quelle est ta position vis-à-vis du salary cap? Est-ce qu'il faut supprimer le salary cap? Est-ce qu'il faut le maintenir? Est-ce qu'il faut mieux le définir? Le rendre peut-être plus restrictif ou moins restrictif? Ah non, je suis complètement d'accord avec ce que disait Philippe tout à l'heure. Le salary cap, c'est un très bon outil qui permet quand même de bien réguler l'économie de nos clubs. Qui nous a plus ou moins quand même sauvé qui nous a permis d'avoir une économie assez solide et assez raisonnée en arrivant vers le Covid notamment. Je pense que l'équipe qu'on va affronter dimanche aux 6 Nations nous montre qu'effectivement il vaut mieux avoir quelque chose qui fonctionne bien et qui est bien régulé plutôt que quelque chose qui part un peu à la dérive. Non. Après, moi, ce qui me gêne plus, c'est par exemple l'histoire des crédits internationaux, donc qui clairement vise le Stade Toulousain avec l'ensemble de ses joueurs en équipe de France. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est qu'à moyen terme, c'est que par exemple une équipe du Stade Toulousain forme des gifs étrangers qui aillent chercher très tôt des Argentins comme ils le font déjà, par exemple avec Elias ou Rapetti le pilier ou des Australiens, et qu'au final on est une équipe de Toulouse qui est que des gifs, mais qui ne seront plus français, sélectionneurs français, pour qu'il n'y ait plus de problématique avec les crédits internationaux. Après, je me permets aussi de rebondir sur l'histoire du salary cap manager. Est-ce qu'il y a les moyens ou pas? Moi, à mon échelle de supporter, c'est difficile. Je connais pas du tout les moyens qui lui sont donnés. Mais je pense que s'il y a une alarme quelque part qui sonne, je pense que toutes les instances se mettent quand même en branle pour essayer d'éclaircir au maximum la situation et voir si l'alarme mérite d'être surveillée plus que ce qui a été repéré. Moi, j'ai la sensation qu'avec le Stade Toulousain, là, actuellement, on les considère déjà coupables, alors que les instances n'ont même pas encore traité la problématique des contrats de Dupont et Joff. Parce que si je lis Rugby-Rama ce matin en famille olympique, ils avaient l'air de dire eux aussi que, au final, on ne sait pas si c'est pas justifiable derrière. Voilà. Ah, mais évidemment, et on n'est pas là pour prendre parti ou quoi que ce soit, et on laissera d'ailleurs le salary cap manager et la Ligue nationale de rugby mener ses enquêtes et en tout cas clarifier le dossier. Je veux justement aller sur le dernier point de ce débat, et je vous remercie, amoureux de rugby sur Sud Radio, de nous écouter depuis 19h05 sur ce point-là. Je voudrais qu'on parle des joueurs, Frédéric Bernès, Félix Panguero et vous auditeurs. Les joueurs, qu'ils soient Antoine Dupont ou Mathieu Babillot, qui est une star à l'échelle locale autour de Castres, chacun doit se poser la question de comment faire fructifier sa carrière sur le plan personnel sans pénaliser son club. Et j'ai l'impression que les joueurs peuvent avoir la main sur l'utilisation de leur contrat d'image, sauf que quand on regarde Proval ne s'est absolument pas exprimé sur le dossier des contrats d'image depuis un bon moment, et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait que le syndicat des joueurs Proval lance une grande consultation des joueurs de rugby, peut-être une convention pour essayer de se mettre d'accord sur un cahier des charges peut-être plus clair et plus bénéficiaire aux joueurs, parce que on a la sensation qu'il y a une espèce d'entre-deux qui est très étrange, Frédéric Bernès, où les joueurs, certains sont très transparents et d'autres ne gèrent carrément pas du tout leur carrière. Ben ça c'est un point très intéressant en fait sur la responsabilisation en fait des joueurs. Moi ça fait très longtemps que je pense, c'est une vraie conviction forte, c'est que je pense qu'il faudrait responsabiliser tous les maillons de la chaîne en fait. Parce que dans l'histoire des contrats d'image, si le joueur dit non à un montage ou quelque chose, le montage ne peut pas se faire en fait. Il faut l'accord de tout le monde en fait. Et il existe dans le règlement de la Ligue, c'est prévu, une responsabilisation à la fois du dirigeant personnellement et du joueur personnellement quand il y a une infraction financière ou une communication erronée de documents ou carrément pas de communication du tout. Dans ce cas-là, on peut convoquer les joueurs demandés. Et je pense que si les joueurs sentaient qu'il y avait un risque en fait qui peut être un risque sportif pour le coup, ça peut être une suspension de quelques semaines, quelques mois, s'ils dépassent la ligne jaune, je pense
que tout ça serait beaucoup plus clair et qu'il y aurait beaucoup moins de dérapage, c'est certain. Et je pense qu'il faut arriver à cette responsabilisation individuelle de tout le monde en fait. Philippe Spanghero, pour terminer, pour clôturer le débat ce soir. Je rejoins Frédéric, je pense que c'est une responsabilité partagée. Je le répète, je crois qu'il faut entendre ces joueurs qui ont un vrai potentiel d'image et de voir de quelle façon ils sont empêchés aujourd'hui par cette règle de faire fructifier leur image. Les carrières sont courtes, les joueurs méritent d'avoir des revenus directs. Il faut faire très attention aux brèches qu'on peut créer parce que des clubs vont s'y engouffrer sinon, et je le répète, l'enjeu majeur, c'est que tout le monde ait la conscience que c'est le salary cap qui sauvera l'économie du rugby français dans le temps. Voilà, ça c'est ma conviction profonde, qui nous permettra de garder des bastions forts du rugby français, cette culture, je le répète. Voilà, mais en tous les cas, l'avantage quelque part de cette actualité, c'est que ça concerne des joueurs très importants du rugby français, donc ça met un écho médiatique beaucoup plus fort, et certainement que ça permettra aussi à d'autres joueurs de se poser des questions, de contacter leurs agents, de leur demander exactement ce qui a pu se faire qui les concerne, est-ce qu'ils sont en risque, etc. Et à n'en pas douter, la prise de conscience là, ces derniers jours, pour une partie des joueurs, va être très importante. Voilà, comment clôturer le débat? En tout cas, on vous conseille, moi je vous conseille personnellement de lire Antoine Dupont et Anthony Gelon, ces contrats qui posent problème, cette enquête du journal de l'équipe, qu'elle vous heurte, qu'elle vous fasse du mal, qu'elle vous fasse plaisir si vous êtes un supporter anti-toulousain, j'en sais rien, mais c'est un point de départ intéressant. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous considérez que c'est faux et peut-être que ça l'est, peut-être que c'est vrai. Là n'est même pas la question, mais ça amène sur la table un sujet important dont on évoquera tous les contours sur les prochaines semaines, parce que on n'est pas la radio du rugby sans évoquer tout ce qu'il se passe dans le monde du rugby. Et je veux remercier vraiment Frédéric Bernès d'être intervenu dans ce débat, dans ces discussions aujourd'hui, Philippe Spanghero, les auditeurs Sud Radio, la direction de Sud Radio pour la confiance autour de ce débat du jour qui, je pense, est important et méritera d'être poursuivi dans les prochaines semaines. Merci à tous. Merci messieurs. Et dans un instant, bon Pro D2, parce que revenons dans un instant la Pro D2 promis, parce que c'est vrai que on nous attend du côté de Béziers, on nous attend dans tous les terrains. Après, peut-être que Frédéric Bernès, grand reporter à l'équipe, peut clore justement ce débat. Le Pro D2 ou la Pro D2, Frédéric? Le Pro D2 ou la Pro D2 débat. Là, il faut se mouiller là. La Pro D2, on est d'accord. Merci, évidemment, merci. Coupez-lui définitivement le micro. Je dis aussi la top 14, alors je sais pas si c'est bien. Bah non, on va arrêter. Alors là, c'est vraiment pas. Ne lisez pas l'article. Merci en tout cas Frédéric Bernès, merci Philippe Spanghero. Je sais que c'est un sujet très difficile à manier, qui n'a pas été facile à construire non plus pour nous. Et on espère que vous, amoureux de rugby sur Sud Radio, vous avez plus de clés pour vous interroger et comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui dans le rugby français, dans son économie.